Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Matca Interval. L-am alături de mine pe criticul de film francez Mathieu Macheret. Mathieu e un bun prieten de-al meu, este în primul rând critic afiliat ziarului francez Le Monde, dar a scris la Cahiers du Cinéma, evident o revistă mitologică a cinefiliei franceze și nu numai. A scris pe site-ul Criticat pentru Cinemateca franceză, în fine, foarte multe locuri din Franța dedicate scriturii despre cinema și am profitat de trecerea lui prin România ca să purtăm o discuție despre critica de întâmpinare. Eu însumi practic critică de întâmpinare pentru Scena Nouă, Dilema Veche, colaborez cu Films in Frame, care e un site dedicat cinematografului, dar ne interesa să discutăm puțin despre critica care se practică în spații mai generaliste, care discută despre cinema, dar nu numai, ci despre arte, dar evident și dincolo de arte, despre politică, despre actualitate în sensul larg și așa mai departe. Deci voiam să ne gândim un pic cum se inserează scritura despre cinema în astfel de spații. Ne-am gândit de asemenea ca discuția să fie în limba franceză, va fi subtitrată evident, pentru că am simțit că limba franceză ne va permite să mergem un pic mai adânc în chestiunile pe care le vom discuta aici decât clasica engleză și o să trec acum la franceză. Bonjour Mathieu, je suis ravi que tu sois là. Bonjour Victor, je suis très heureux aussi d'être là. Donc je voudrais commencer peut-être par te demander d'où tu écris en fait, d'une façon à la fois concrète mais aussi plutôt métaphorique, c'est-à-dire comment tu vois l'écriture et notamment un regard de ce qu'on a dit, c'est-à-dire la critique pratiquée dans des journaux généralistes. Alors pour moi l'écriture c'est quelque chose qui est lié à la cinéphilie en général, c'est-à-dire l'amour du cinéma, l'envie de voir des films. Quand on devient cinéphile, on voit beaucoup de films, on absorbe énormément de choses et à partir de là il y a deux façons de s'orienter. Soit on ne fait qu'absorber et c'est un exercice très solitaire et on finit par devenir presque obèse des films qu'on a vus et parfois un peu fou. C'est un phénomène qu'on observe beaucoup dans la cinéphilie. Soit on voit des films et il faut non seulement en absorber mais restituer quelque chose, c'est-à-dire voilà, sortir de soi des idées, des chocs, des frictions que les films font entre eux, des rapports qui s'établissent. Et l'écriture, c'est l'envie aussi d'intervenir dans le débat, de participer, parce que la cinéphilie, elle a c'est bien sûr une pratique envers les films, mais c'est aussi ce qu'on pourrait appeler une tradition orale. Hein, c'est pas seulement aller voir un film, se rendre dans une salle et s'asseoir et regarder l'œuvre, c'est aussi sortir de la salle, retrouver les gens qui étaient dedans et discuter de ce qu'on a vu. Il y a cette pratique qui est vraiment pour moi qui est partie prenante du mode de vie de la pratique cinéphile. Donc ça vient de l'envie de prolonger le film, de prolonger ce qu'on a vu, les émotions qu'on a éprouvées quand on sort de la salle. Et pour moi, un des meilleurs moyens de le faire est de fixer ses idées et d'essayer d'aller le plus profondément possible dans son rapport au film, c'est l'écriture. Parce que, bien sûr, dans un premier temps, il y a la discussion, il y a cette oralité, et puis l'écriture est une épreuve, c'est difficile, ça implique une forme de discipline, mais c'est aussi une façon vraiment de toucher à ses idées, de fixer quelque chose, de garder aussi le film, et voilà, et de le mettre à l'épreuve de l'écrit. Alors ça, pour moi, ça a été moteur dans l'envie d'écrire, parce que qu'est-ce qui donne envie de faire de la critique? Qu'est-ce qui donne envie? Bien sûr, d'abord, c'est
les films qu'on voit, les émotions qu'on ressent, on l'a dit. Mais il y a aussi la cinéphilie, c'est tout un tas de choses. Il y a aussi la découverte de ceux qui ont écrit avant nous. Il y a une tradition de l'écriture, de la critique. Il y a des grands auteurs, des écrivains de cinéma, on pourrait dire, et puis des grands textes qui ont compté. Moi, quand j'ai découvert, je sais pas, les textes de Pascal Bonitzer, Jean Narboni, je sais pas, Stanley Cavell, etc., ou Siegfried Krakauer. Il y a des textes qui m'ont tellement enthousiasmé et que j'ai trouvé parfois si complémentaires et si enrichissants par rapport à ce que j'avais vu, que ça m'a donné envie de faire pareil. Et je crois que je me suis rendu compte de quelque chose d'important pour moi, c'est que pour qu'un film existe, bien sûr, il faut qu'il soit réalisé, il faut qu'il y ait un artiste qui l'ait fait, une équipe, etc. C'est un art, c'est quelque chose qui est fabriqué. Donc, il faut qu'un film soit fait, mais pour qu'il existe vraiment, il faut aussi que quelqu'un le voie. Et quand je dis le voie, c'est au sens fort, c'est-à-dire qu'il établisse une relation avec le film assez intense pour produire un texte qui est une forme d'actualisation du film. Une façon presque de le valider en quelque sorte. Et pour moi, voilà, bon, tout ça, ça a été des choses qui ont été importantes dans le désir d'écrire. Et ensuite, l'écriture de cinéma, c'est quelque chose dont on expérimente, comme tu l'as dit, plusieurs vitesses. La critique, c'est un genre littéraire à la base. Donc il y a un rapport aussi à la littérature, etc., au journalisme, puisque il y a des publications. Et puis il y a plusieurs vitesses. Il y a des revues mensuelles, il y a des revues, il y a des magazines hebdomadaires, il y a de la presse quotidienne, etc. Et d'abord, c'est faire un petit peu l'expérience de ces différentes vitesses. Hein, on n'écrit pas pareil pour les différents titres, pour un site internet, pour un programme, un catalogue de cinémathèque, etc. Ce sont différentes longueurs, différentes vitesses de texte. Et moi, la particularité où j'en suis arrivé, bien sûr, c'est l'écriture quotidienne dans un journal quotidien édité tous les jours. Donc, bien sûr, les sorties de cinéma, elles sont hebdomadaires. Donc, ce rythme-là, il est toujours conservé dans le journal. Les pages cinéma dans Le Monde, c'est le mercredi. Ça sort le mardi après-midi pour le mercredi. Mais il arrive aussi qu'il y ait de l'actualité quotidienne, des nécrologies, des éditions DVD, des choses qui sortent un petit peu. Donc, on n'est pas uniquement dans un rythme hebdomadaire, mais il y a des fois des petites particularités. Donc, pour moi, ça a été cet exercice-là qui, quand j'ai eu l'opportunité de le faire, j'ai eu très envie de participer à un quotidien, de voir comment ça marchait, de voir aussi si on en est capable, parce qu'on ne le sait pas avant de l'avoir fait. Est-ce qu'on peut avoir cette vitesse d'exécution? Est-ce qu'on peut avoir ce goût de l'actualité, cette envie le côté incomplet de l'actualité? C'est-à-dire que quand on fait de l'actualité, quand on travaille dans un quotidien, on ne sait pas tout sur les choses, on voit les films arriver, on n'a pas encore de théorie très élaborée, il faut traiter les choses au jour le jour, littéralement. Et donc, il y a un côté work in progress, un côté impur, qui est, à mon avis, inhérent à l'écriture quotidienne. Oui, il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes dans ce que tu dis. Et avant d'arriver à cette question de vitesse qui me semble assez primordiale dans l'exercice dont il est question ici, déjà tu parles de cette idée de la critique qui est presque, tu vois, pour moi c'est paradoxal, mais ce serait comme si le contraire de la critique, ce serait pas ne pas voir des films, mais voir des films et ne pas en parler en quelque sorte, parce qu'il y a toute cette tradition d'abord française, mais peut-être ailleurs aussi, mais d'années à, je sais pas, Charles Tesson par exemple, qui disent que voilà, c'est le cinéphile c'est-à-dire la critique, c'est fait pour ne pas rester en tête-à-tête avec ses films, quoi. C'est pour partager, c'est pour transmettre. Et je dis ça aussi parce que d'une certaine façon, cette idée de la transmission est la plus forte, j'ai l'impression, dans un journal, par exemple, parce que là, déjà, on s'adresse
pas seulement à notre cercle intime ou à notre collègue de cette profession, mais vraiment à un public très élargi. Donc c'est vraiment une utopie dont peut-être qu'on parlera. Et puis aussi, il y a cette idée que la critique, c'est-à-dire être un critique, ça passe aussi par la lecture, par l'inscription dans une tradition. Peut-être j'aimerais te demander aussi, par ailleurs, si tu penses qu'il est possible d'exister aujourd'hui en tant que critique en dehors des traditions, en fait. Pour moi, tu vois, lire des critiques, lire de Bazin à Danet, par exemple, pour faire large, ça a été vraiment une joie, mais je me demande comment toi tu vois cet exercice de la postérité, on va dire, parce que d'une certaine façon, ça peut être aussi contradictoire, tu vois, c'est-à-dire écrire dans un journal, c'est presque refuser cette postérité parce qu'on est conscient que le papier, ça va être jeté à la poubelle le soir même et c'est pas fait pour, ou aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui m'interroge en fait. Alors, on ne pense pas beaucoup à la postérité, à vrai dire, hein. C'est vrai que, comme on l'a dit, c'est un exercice transitoire, etc. Alors, les choses se sont un petit peu plus compliquées qu'à l'époque où il n'y avait que le papier, puisqu'aujourd'hui, il y a les sites Internet et chaque journal papier a son site Internet et les textes restent sur les sites, on peut les retrouver, etc. Donc là encore, c'est une question de variation de durée. C'est pas les mêmes durées. Mais il y a en effet dans l'exercice quelque chose qui est immédiat. Ce que je veux dire, c'est que la critique ne recoupe pas exactement le champ de la cinéphilie. La critique, c'est un genre littéraire qui précède de longtemps le cinéma, qui s'applique à d'autres champs, à d'autres arts, etc. Et qui est, pour moi, quelque chose de passionnant, de très intéressant, de ce à quoi je tiens beaucoup, qui est la non-spécialité. Les choses font qu'on est attaché à un champ particulier, à un art, à un domaine, parce que les structures sont telles. Mais le regard du critique devrait être au maximum, idéalement, non spécialiste. Parce que c'est une sorte de regard qui doit pouvoir s'exercer sur des objets différents. Pour moi, différents genres cinématographiques, documentaire, fiction, films d'horreur, etc. On ne devrait pas avoir même de géographie spécialisée. Il y a des gens qui parlent très bien du cinéma japonais et uniquement du cinéma japonais. Moi, j'ai souvent envie de dire, ce qui est intéressant quand on fait de la critique, c'est de passer du cinéma japonais je sais pas, au cinéma sud-américain, je sais pas, argentin, etc. Le lendemain, faire un gros film de genre ou un blockbuster. Le jour d'après, faire un petit documentaire expérimental, etc. Voilà, c'est de brasser les objets. C'est justement cette espèce de grande variété des objets que je trouve qui fait la sève et le plaisir de l'exercice. Parfois jusqu'à un côté un peu anarchique. Mais c'est par cet entrechoquement anarchique, ce télescopage des objets auxquels on a affaire, que se créent, s'inventent des rapports, des étincelles, des choses inattendues. Et même si j'étais encore un peu plus fou, je dirais que si on était un critique idéal ou pur, un jour on parle d'un film, le lendemain on parle d'un album de musique, et après on parle d'un opéra, et puis après d'une exposition, etc. C'est ce que disait Danet, faire la critique du cinéma de la vie, en fait. Voilà, exactement. Je trouve que ça, alors, voilà, les choses sont structurées d'une façon où c'est difficile d'échapper aux étiquettes, d'échapper aux attributions. Aux attentes. Aux attentes, la vie est faite comme ça, et la presse est structurée comme ça, donc c'est dommage, mais pour moi, je cite un critique français que j'adore, qui écrit à Libération, qui s'appelle Philippe Lançon, et qui est quelqu'un qui a une si belle plume qu'aujourd'hui, il a acquis le privilège de pouvoir écrire sur n'importe quoi. Et il n'est pas du tout... Il fait des arts plastiques, il fait de la musique, il fait du théâtre. Et moi, je trouve que c'est un peu un idéal, ça, parce que tout à coup, le regard n'est plus spécialisé ou assigné à un domaine particulier, mais il s'exerce sur tout. Il pourrait s'exercer sur une situation, on pourrait... je sais pas, faire la critique d'une saison politique, d'une émission de télévision, de tas de choses en fait. C'est une sorte d'attitude
par rapport au monde, que je trouve prenant, parce qu'on a souvent tendance à considérer la critique comme un genre mineur en littérature, et c'est vrai que c'est un genre assez impur pour se situer entre des choses plus importantes, mais pour moi, c'est ce qui fait justement l'intérêt de ce regard, c'est qu'il est intermédiaire, c'est une médiation, la critique. Hein, on est entre des émetteurs et des récepteurs, en quelque sorte, entre des artistes et le public, et on joue l'intermédiaire. Et puis, il y a autre chose, en tout cas, là, je parle plus spécifiquement dans la pratique, dans le domaine du cinéma, c'est que il y a une dialectique entre le présent et le passé quand on fait de la critique. Hein. Il y a une histoire du cinéma qui a un peu plus de 100 ans aujourd'hui, c'est pas beaucoup, mais elle est déjà constituée, elle est riche de nombreux objets, elle a des grandes périodes, etc. Et puis, il y a les films qui sortent. Et il faut sans cesse passer de l'un à l'autre, arriver à tracer des ponts. Et surtout, j'ai tendance à dire aujourd'hui que le critique, c'est presque comme, c'est un peu provocateur, mais c'est presque comme un éboueur, c'est-à-dire quelqu'un qui trie les déchets. On sait à quel point les chefs-d'œuvre sont rares. Il y a peu de chefs-d'œuvre par année. Donc, quand on prend un rythme hebdomadaire, il y en a encore moins. Et il faut pouvoir trier les films qui nous arrivent. Hein, c'est-à-dire que le présent, il est moins séduisant que le passé. Le passé, il a déjà ses chefs-d'œuvre. Il est constitué, il est familier. On s'y repère facilement. Et le présent, c'est encore une fois quelque chose d'anarchique. C'est des films qui nous arrivent. Et il faut avoir cette passion de l'actualité, ce goût des choses nouvelles, pour essayer de dire, ah bon, on a 15 objets cette semaine, où est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est dans celui-là? Est-ce que c'est là? Des fois, c'est un film on va se dire, ah tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans ce film. Des fois, c'est une scène, des fois, c'est un plan. Mais il faut pouvoir, voilà, pour moi, c'est cette idée de tri. C'est presque, alors peut-être que j'idéalise la fonction critique, je sais pas, on peut en parler, mais c'est presque, c'est à la fois un métier que les gens comprennent pas. On a tendance à se dire, ah, les critiques, ils sont, oh, voilà, ils sont inutiles. C'est comme des parasites sur le dos des artistes qui viennent dire du mal des œuvres, etc. Mais ça peut être aussi une espèce de service comme ça, de tri, hein, tout simplement. Et c'est par ce tri-là, quand même, malgré tout, par ce travail de fourmi ou de termite, pour reprendre un terme amusant, que s'écrit quand même petit à petit l'histoire du cinéma, malgré tout, parce que c'est un premier tri. Alors, les historiens en feront ce qu'ils veulent, on se trompe, la critique est soumise à des erreurs, c'est une réaction à chaud, donc on n'a pas toujours raison, il faut le savoir, il faut être humble, il faut une certaine humilité quand on fait de la critique. Je pense que c'est une qualité essentielle, modestie, humilité. On n'est pas les artistes, il ne faut pas se mettre à leur place. On vient après, parce que l'important, encore une fois, il y a des grandes plumes dans la critique, il y a des gens qu'on aime lire, on se reconnaît plus chez un tel que chez un tel. Mais ce qui est encore plus intéressant que les plumes en particulier, c'est le concert critique. C'est toujours le panel que ça ouvre, de voir comment les films sont reçus. C'est un ensemble de voix qui va commencer d'abord à faire ce tri-là. Hein, et c'est souvent dans le collectif comme ça que ça commence à valoir vraiment quelque chose. Oui, tout à fait. Encore, j'essaie de déceler un peu des choses très intéressantes dans ce que tu dis. Par exemple, pour moi, il y a le sentiment qu'aujourd'hui on vit un peu une guerre contre le généralisme, en fait, contre les tautologues, comme on dit. Et vraiment, on est vraiment poussé à être des spécialistes de quoi que ce soit. Et voilà, notre zone de spécialisation, j'ai l'impression, devient de plus en plus petite, c'est-à-dire presque dérisoire parfois. Donc ça déjà, et c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être que ça pourrait servir aussi de manifeste un peu pour cette forme de critique qui se fait dans la vitesse, dans l'urgence, à chaud, comme tu dis. Mais aussi cette idée un peu de donner la température qui pour moi est quand même quelque chose d'essentiel dans cet exercice. Déjà peut-être pour d'autres spectateurs. Et ça, peut-être j'aimerais te demander aussi comment toi tu conçois ta position par rapport au spectateur, parce que et qu'est-ce que tu veux obtenir d'un film quand tu prolonges
l'expérience qu'est le film. Donc déjà ça, mais aussi donner la température aussi, je pense, pour les cinéastes aussi, qui, je pense, en ont besoin. C'est-à-dire, à Roumanie, on est dans un contexte, je pense, où il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où on peut toujours exercer cette forme de critique, voilà, d'une façon un peu conséquente, un peu sérieuse, pour précisément donner cette température. Parce que trier, comme tu dis, ça implique voilà, faire des choix. Ça implique aussi de rejeter quelques films et il faut aussi se demander pourquoi aujourd'hui, quand on dit cette critique généraliste n'a pas vraiment la cote, à mon avis. C'est pour des raisons institutionnelles, structurelles, mais aussi, j'ai l'impression, bon, financières aussi peut-être, ici au moins en Roumanie, mais aussi il y a cette idée que, par exemple, en Roumanie, on est dans un climat, dans un domaine très petit, très étroit. On est tous plus ou moins sur Facebook, sur les réseaux, on se connaît tous et tout. Alors, ça devient presque délicat parce que dès qu'on essaie de sortir un truc, on se frotte à quelqu'un et du coup, on prend peur, j'ai l'impression, de fâcher, de vexer, alors que c'est pas personnel. Bien sûr, c'est l'exercice de la critique, donc faut pas rejeter, faut pas avoir peur de descendre un film pour ce type de service public, comme tu dis, qui peut aussi aider les cinéastes, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des cinéastes qui font face à un désarroi, peut-être des cinéastes qui sont à leur premier film, où le film passe sous les radars, et qui n'ont pas vraiment de repères, en fait. Il y a plus de communication. Il y a tellement de films qui se font et c'est compliqué de le passer tout ça en revue, mais ça demeure essentiel, je pense, d'avoir ce type de dialogue. Alors, je voyage parfois dans des festivals, dans des ateliers, il y a un truc qui m'interpelle et ça vient surtout du côté anglo-saxon américain aussi. Parfois on rencontre, en tant que jeune critique, je veux dire, on rencontre des mentors, tu vois, voilà, qui partagent leurs avis sur le métier et tout, et qui nous disent, en gros, faut trouver votre niche. Et il y a cette idée qu'il faut écrire sur ce qu'on aime le plus, sur ce qu'on connaît le mieux, et qui est contraire un peu à cette idée où il faut passer d'un objet à un autre, quitte à prendre le risque en fait de ne pas tout connaître, de ne pas parler le japonais quand on écrit sur un film japonais, etc. Donc voilà, il y a des gens qui se sentent un peu imposteurs, à mon avis à tort, s'ils ne connaissent pas sur le bout de leurs doigts l'objet dont ils parlent. Et pour moi, c'est un peu contraire cette idée de trouver sa niche, parce que la niche, ça peut être, je sais pas, l'écriture, ça peut être vraiment ton point de vue. Tu disais un truc très intéressant à Locarno quand on s'est rencontrés, c'est que c'est le regard qui change pas, les objets, ils peuvent changer en fait. Et c'est le regard qui compte au bout de compte. Oui, c'est la question de l'écriture, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime chez un... Tu poses la question de manière très intéressante, je trouve, c'est-à-dire où est-ce que se situe le critique? Ça, c'est une question à la fois passionnante et très difficile, parce qu'on ne sait pas trop, justement. Il n'a pas une place très fixe, il est difficilement situable, et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de l'exercice, mais aussi sa force. C'est-à-dire que le critique, ce n'est pas exactement un spectateur. Bien sûr, c'est un spectateur. Il est dans la salle, comme tout le monde, il voit le film. Mais ce n'est pas exactement le même spectateur que les autres, parce qu'il a vu énormément de films, il passe presque tout son temps à ça, et que, voilà, le fait d'avoir cette pratique permanente, quotidienne, ce rapport généraliste au cinéma, le distingue un petit peu du nomadisme des autres du spectateur lambda, en quelque sorte. Il devient un surspectateur, ce qui ne fait pas de lui un meilleur spectateur. Ce n'est pas un jugement de valeur, pas du tout. Mais il n'est pas exactement le même spectateur que les autres. Et en même temps, on pourrait croire qu'on attend beaucoup du critique, notamment du côté de l'industrie, qu'il soit un allié de l'industrie, qui vienne faire la promotion des films, qui viennent servir de prescripteur pour indiquer aux spectateurs quoi consommer, où se diriger pour avoir une meilleure consommation de plus grande qualité, ou que sais-je.
L'industrie attend beaucoup ça du critique, mais je pense que le critique n'est pas non plus dans l'industrie du cinéma. Il lui appartient pas. C'est pas pour rien qu'il y a un métier qui est celui d'attaché presse. L'attaché presse fait vraiment partie de l'équipe du tournage d'un film. Le critique n'est pas dans le monde du cinéma. Et je pense qu'il gagne à pas avoir trop de rapports affectifs. Évidemment, on est humain, on se lie avec des réalisateurs, des réalisatrices, avec des gens du cinéma. On en connaît, certains deviennent des amis, c'est inévitable. Mais on gagne à pas trop faire partie de ce milieu-là ou à ne pas se considérer comme un allié de l'industrie. Moi, c'est très simple. Je suis devenu un critique professionnel. Ça m'a pris du temps, il y a eu bien des étapes. Mais moi, je ne travaille pas pour défendre un film, pour défendre un distributeur, pour défendre un producteur. Je ne travaille pas pour l'industrie, je travaille pour un journal. Quand je fais une critique, ce n'est pas pour envoyer les gens voir un film. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est que les gens aient envie d'acheter le journal. Hein, il y a un homme de presse. J'écris. Donc, je travaille pour vendre du papier de manière la plus pragmatique qui soit. Pas pour dire aux gens, allez voir tel film ou n'allez pas voir tel film. Je ne suis pas un agent de l'industrie du cinéma. Voilà, encore une fois, cette position, elle est un peu ambiguë et elle gagne à être mobile. Des fois, on est un petit peu plus du côté d'un film, on le porte, on a envie d'en dire du bien, on a envie de le faire remarquer. Des fois, on s'identifie un petit peu plus au spectateur fâché, qui n'est pas très content d'avoir vu telle ou telle chose. Après, la critique, c'est une écriture qu'on forge papier après papier. C'est un positionnement, comme tu disais, un regard qu'on exerce, qu'on affine, qui se confronte à des objets, qui bouge avec le temps. Et je pense que ce que les gens aiment bien, enfin moi, ce que j'aimais bien en lisant des critiques, c'est entendre une voix, c'est de sentir que il y a un regard qui s'exerce, qu'on suit ça comme une sorte de petite dramaturgie énergique dans un papier qu'on lit, et que ça nous donne pas forcément des grandes idées ou des choses fulgurantes, etc. Mais ce qui est vraiment bien dans un bon article, dans une bonne critique de presse, c'est d'avoir quelques outils pour aborder le film. Voilà, ça ne remplacera jamais, comme tu disais, un ouvrage universitaire de quelqu'un qui a travaillé 20 ans sur un sujet, qui en connaît tous les contours, etc. Mais je pense que entre un travail universitaire long, approfondi, qui va examiner des données très concrètes sur un sujet, un cinéaste, une œuvre, etc., et un article, c'est pas exactement le même objet. Un article n'a pas à tout épuiser, à être exhaustif. Au tout début, quand on commence à écrire des critiques, on est un peu angoissé et on veut rien rater, on essaye de tout dire du film, et puis on se rend compte que c'est un peu indigeste parce qu'on veut en dire trop. Et souvent, un bon papier, c'est un papier qui a une idée. Mais une idée, c'est déjà suffisant. Et il s'agit simplement de se promener, de trouver un chemin dans le film avec cette idée. C'est déjà bien. L'écriture sur le cinéma, pour moi, telle que j'ai fini par le développer, je trouve que ça gagne à être synthétique, rapide, léger. Et que c'est cette espèce d'énergie de l'esprit, les articles, ils gagnent beaucoup. Et je pense que, pour moi en tout cas, c'est ça qui, aujourd'hui, fait l'intérêt de l'exercice. Il y a cette idée, je trouve, à Armani au moins, qu'on se fait d'un critique ou de la critique comme activité, que la critique, elle nous apporte des réponses, elle est dans une sorte d'apport pédagogique, tu vois, et le critique, c'est tout d'abord un expert, tu vois, et donc la critique juge si les films sont bien faits ou pas, déjà, et nous apprennent comment, la critique, elle nous apprend comment regarder le film, et dire, opérer comme une dissection du film, dire, je le constate avec moi-même. Moi, quand j'ai commencé très vite à lire des critiques, à Armani, très jeune, mais je le faisais, je pense, parce que
je faisais confiance en quelque sorte à une autorité, tu vois. Donc, Ah, c'est intéressant. et si je trouvais que mes arguments étaient, voilà, mes opinions plutôt étaient conformes à ce qui était écrit, alors je me sentais très bien. Et peut-être qu'il y a quelque chose de ça qui est resté et que je trouve assez positif, c'est quand même qu'on se passionne pour certains critiques, pour leurs plumes, mais aussi pour leur point de vue, parce qu'ils, voilà, et au final, c'est peut-être même pas la peine de se demander si le film est mauvais ou très, très, très bien parce que ça nous intéresse de prendre contact avec ce point de vue qui nous intéresse. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé en fait. C'est parce que je prenais le critique comme pour un expert qui a les clés du film en fait, qui détient la vérité sur le film. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. D'abord, en effet, faut rappeler que la critique, alors aujourd'hui, ça se développe, on en fait sur YouTube, on fait des podcasts, etc. Comme on l'a dit, il y a une branche orale de la cinéphilie qui est formidable, qui est géniale, une tradition orale et la parole, etc. C'est une chose. Mais l'écriture, c'en est une autre. Pour moi, qui commence à être un vieux de la vieille, comme on dit, déjà un peu vieux, l'écriture, c'est le rapport que j'entretiens à la critique. Pour moi, c'est le plus sérieux, le plus fondé, le plus solide. Mais ça veut dire une chose, c'est de l'écriture, c'est un exercice littéraire et on fait de la critique, non pas du point de vue d'un absolu du cinéma, mais depuis la littérature. C'est-à-dire que souvent on me demande, des étudiants, etc., qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir critique, est-ce qu'il y a une formation, etc. Je dis d'abord, il faut aimer lire. Ça peut paraître paradoxal à des étudiants en cinéma, mais voilà, pour moi, c'est d'abord du texte. Il faut être matérialiste et la matière première de la critique, c'est l'écriture. Il faut aimer la littérature. Il faut aimer, je sais pas, même si on se concentre sur la critique, les écrits critiques de Diderot dans les salons, etc., du XVIIIe siècle. Voilà, ça commence par là et c'est encore une façon de situer la critique. Et pour moi, elle est situable dans l'écriture. Voilà, c'est un lieu qui n'est pas exactement le cinéma, mais qui lui permet justement de traiter le cinéma et bien d'autres choses, comme on l'a dit un petit peu au début. Et ensuite, c'est intéressant quand tu racontes ce qu'a été ton premier rapport à la critique, comme tu le lisais comme voilà, des experts qui prennent la parole, qui s'expriment avec un côté un peu impressionnant comme ça. Moi, c'est marrant parce que pour moi, c'était... quand j'ai commencé à lire de la critique, je vivais pas encore à Paris, j'étais natif de province, j'ai grandi dans une toute petite ville de province à l'est de la France, où il n'y avait pas beaucoup de films qui passaient dans le seul cinéma des kilomètres à la ronde, et on avait accès à très peu de films à l'époque, c'était fin des années 80, années 90, c'était encore l'époque des vidéoclubs, voilà, l'accès aux films était limité. Et pour moi, lire des critiques à ce moment-là, c'était une façon de savoir des choses sur des films qui n'arrivaient pas dans ma petite ville. Et quand j'achetais une revue et que je lisais sur tel ou tel film, je sais pas, Alien 2, 3 et compagnie, parce que le cinéma de genre m'intéressait beaucoup, comme tous les adolescents, j'imagine, à l'époque. Et ben pour moi, c'était une façon de voir le film indirectement. Et une bonne critique, pour moi, c'était quelqu'un qui me donnait quelque chose à voir du film que je ne pouvais pas voir dans ma petite ville. Pour moi, ça a commencé comme ça, c'était un substitut. Et pour moi, ça a toujours été plus précieux. Le fait, dans une critique, d'essayer de toucher à la substance du film, d'essayer de faire voir quelque chose à quelqu'un, plutôt qu'un conte, quelque chose de comptable, en disant, comme on le voit beaucoup, et qui pour moi est un errement terrible de la critique, et souvent les textes les moins intéressants sont ceux-là, c'est-à-dire on prend le film comme un objet fabriqué, on va essayer de voir si c'est bien fabriqué ou pas. Alors la lumière est comme ci, les acteurs sont comme ça, oui, pas mal au niveau de l'éclairage, le montage, bof, cette espèce on dit en français des contes d'apothicaire, quoi, c'est-à-dire voilà, des petits calculs un peu vénaux
et sans grand intérêt pour voir si, encore une fois, cet objet est propre à la consommation. Grosso modo, est-ce que... moi, souvent, je trouve qu'un texte est plus intéressant quand on arrive au bout et on ne sait pas tellement... Souvent, c'est un reproche qu'on nous fait. Moi, j'entends beaucoup ça... parce qu'on critique les critiques, et c'est très bien, c'est normal. Voilà, les gens qui nous lisent, des fois, sont pas contents et nous le disent. Et le reproche qu'on nous fait, c'est... Mais à la fin de votre texte, on ne sait pas si vous avez aimé le film ou pas. Et moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, les textes comme ça, où on ne sait pas forcément... on ne nous a pas donné un conseil, allez-y, n'y allez pas. Mais on nous a donné quelque chose à voir. On nous a éclairé peut-être un aspect du film. On a restitué une émotion. Et tout. Je pense que c'est des objectifs qui comptent pour moi beaucoup plus dans un texte que simple petit contrôle technique des différents aspects, voilà, qui est considéré en fait le cinéma comme un simple artisanat et dont on va rendre un compte un peu plat, quoi. Donc pour moi, ouais, c'est une vraie ligne de fracture. C'est aussi Rivette qui disait la même chose que toi. Je me rappelle cette idée qu'il trouvait ça insupportable de voir quelqu'un qui dit la musique est bof, mais les interprétations sont extraordinaires, et faire le compte comme tu dis. Mais par exemple, moi, quand donc je suis dans une deuxième phase là, autobiographique, je lis mes premiers cahiers du cinéma et j'ai un peu de mal à comprendre quelles sont les raisons de détester ou d'aimer un film parce elles sont pas aussi visibles que, tu vois, il y a quelqu'un qui joue mal ou, tu vois, et c'est comme ça que j'ai peut-être essayé d'écrire aussi, c'est-à-dire de forger des principes, de poser des causes comme ça, pas de dire si un film est bien fait ou pas. Et aussi ne pas rester dans une position de surplomb un peu en extérieur du film et me laisser aussi transporter, soit dans mes, je sais pas, euphories, soit dans mes, voilà, colère, rejet et tout ça. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose de très français aussi, si je peux me permettre, parce que parfois, je vois qu'il y a une sorte d'incompréhension, effectivement. Pourquoi rejeter un film sur la base d'une raison morale, par exemple, ou par exemple un film comme Triangle of Sadness, tu vois, qui est dont on n'est pas très fan, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est pas parce que, tu vois, c'est pas bien joué, c'est pas parce que ça n'adopte pas en théorie une position progressiste, on va dire, sociale, tu vois. Donc il y a quelque chose qui est plus enfoui là-dedans et comment le faire ressortir, je sais pas. Ça, c'est très intéressant. C'est quelles sont les raisons pour lesquelles on va défendre Voilà. ou attaquer un film. On l'a pas dit, mais je pense que quelque chose de très important dans la critique, c'est difficile aujourd'hui où la critique est de plus en plus absorbée par l'industrie. Il y a de plus en plus de pression, en fait. De plus en plus de pression d'exprimer le négatif. Et même pour un petit film, je pense qu'il y a des gens qui s'attendent de nous, c'est-à-dire qu'on protège les petits films parce que c'est comme si on dit du mal, on va empêcher les gens de voir ces petits films. Donc il y a une double pression, en fait. Exactement, ouais. Il faut résister à ça le plus possible. C'est une question de contrat avec le lecteur. C'est-à-dire que si le lecteur voit qu'on va faire que défendre des choses, à un moment, il va dire « mais c'est pas possible, tout ce qui sort n'est pas bon, il y a un problème ». C'est-à-dire si le négatif est occulté ou si on repousse le négatif hors de l'expression, à un moment, on nous croit plus, en fait. Il faut Voilà. on nous croit plus, et c'est normal, parce qu'on devient des promoteurs, et... Tout est bon, quoi. Alors que c'est pas vrai. Alors que on sait bien que si un critique dit la vérité, il doit dire que la beauté est rare. Si le critique cherche la beauté, il sait que la beauté est rare, et que la beauté est minoritaire, et qu'elle est cernée et menacée par tout ce qui la nie, et menace de la détruire. Et le critique doit savoir ça. Et donc, il doit défendre contre. S'il défend une chose, un objet beau, puissant, inspirant, tout ce qu'on veut,
il le défend contre tout ce qui menace de le détruire et qui sont les forces majoritaires. Et on le sait. Et on sait qu'il y a une majorité de mauvais films, d'objets déplorables. Et quelque part, la critique, si la critique cherche la beauté, c'est simplement défendre, essayer de construire pour chacun un environnement beau, s'entourer de beaux objets, de beaux films. C'est très important. C'est presque ça qu'il y a de politique dans la critique. C'est-à-dire que c'est la défense de la beauté du monde, quoi, tout simplement. Et je dis pas seulement la critique cinématographique, mais la critique en général. On parlait de tri. Eh bien oui, c'est choisir de quoi on s'entoure. Comme on devrait choisir de s'entourer de beaux bâtiments dans une ville, comme on devrait militer pour un règne de la beauté, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, le critique sait qu'il y a une majorité de films horribles qui sortent. Et si on n'exprime pas le négatif de ça, on ne peut pas bien défendre le reste. Et donc, on ment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être généreux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif à ce qui, dans un film raté, globalement raté, peut avoir de beau ou de promesses ou d'éclaircies. C'est important de faire ça. C'est important d'être attentif à ça. Ma position n'est pas dogmatique ou rigoriste. Quand je dis le négatif, c'est pas le négatif intégral. Faire la part des choses entre ce qui est simplement raté mais peut contenir de belles promesses ou de beaux moments. Mais voilà, c'est toujours être dans ce partage-là. Et puis, je sais plus exactement d'où on était parti, mais je te rends la parole et puis tu vas me réaiguiller pour la suite. Non, mais tu as raison. Et pour faire compléter la boucle un petit peu, quand je disais que pour moi, c'est important de garder cette idée de donner la température. Si on se permet de choisir les objets, il y a fort à parier qu'on va choisir les objets qu'on aime le plus. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une multitude de textes critiques, je pense, dans des sites, dans des publications qui ne sont pas rattaché à l'actualité, ce qui peut être très bien et très productif, mais on se retrouve avec une multitude d'objets qui sont géniaux, qui sont très, très, très bons, et alors on perd ce repère, je pense, parce qu'on peut choisir. Alors, pour moi, c'est intéressant de ne pas pouvoir choisir parfois, c'est-à-dire d'écrire sur le tout venant de l'actualité, en fait. Oui, et c'est ça que je voulais dire, c'est que très souvent... très concrètement, quand on reçoit les films de la semaine, c'est pas à des chefs-d'œuvre qui sont très rares, ou à des films horribles, abominables, qui nous mettent en colère, qui sont tout aussi rares, hein, des choses qui provoquent un sentiment violent de rejet, c'est aussi rare que des chefs-d'œuvre, mais on a affaire à une espèce d'immense zone grise, où les choses sont ni bien ni mal, plus ou moins réussies, plus ou moins ratées. Voilà, c'est-à-dire la majorité des films, c'est ça. Et quand on est critique, il faut être honnête. Moi, je le dis honnêtement, la plupart des films, quand j'en sors, je ne sais pas tout de suite quoi en penser. C'est une décision que je prends de dire, on va basculer plutôt du côté positif parce que cet aspect-là m'intéresse, parce que je trouve qu'il y a une promesse, parce que je trouve qu'il y a quelque chose, ou voilà, on va retenir plutôt ce qui coince ou ce qui passe mal. Mais c'est une décision. Parce que la plupart du temps, on ne sait pas, on a affaire à des objets un peu moyens, un peu médiocres. Oui, c'est le tout venant du cinéma, c'est ça. Et souvent, c'est l'écriture qui tranche. On se met à écrire un papier, et puis on voit que petit à petit, on bascule plutôt d'un côté que de l'autre. Mais c'est la surprise de l'écriture. Et heureusement qu'il y a cette surprise-là. Là encore, c'est quelque chose qui sans doute peut s'opposer un petit peu à la perspective universitaire, au point de vue universitaire. C'est que quand on commence à écrire un article de presse, une critique du tout venant, comme ça, de support quotidien, rien n'est joué quand on a affaire à cet ensemble, cette majorité de films médiocres. Ben voilà, on démarre le papier, on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on va atterrir. On a bien sûr quelques pistes comme ça, mais souvent c'est l'écriture qui décide de quel côté ça va basculer ou pas. Et voilà, ça me semble aussi assez intéressant comme le fait que ce soit jamais vraiment joué. Et souvent écrire une critique, c'est décider, avoir à se positionner, quoi. C'est un peu la même chose. Et j'avais envie tout à l'heure de revenir à cette idée de vitesse, en fait, et de rythme et de régularité. Moi, ce que je trouve aussi, donc, je disais qu'il y a une guerre contre les généralistes et pour la spécialisation, je trouve qu'il y a une autre
contre cette idée d'une écriture rapide, de cette vitesse d'exécution. Pas que dans le cinéma, c'est-à-dire ou dans la critique, je veux dire, il y a beaucoup d'ouvrages en ce moment, beaucoup de théories, qui insistent presque contre cette idée de l'accélération du monde. Hein. Et ça devient assez un lieu commun presque d'entendre ça, alors qu'il y a une part de vérité, bien sûr, tout s'accélère, voilà, mais les films, les œuvres, les pratiques qui comprennent la vitesse deviennent de plus en plus minoritaires et assez mal vues, j'ai l'impression. Par exemple, il y a un film de Dziga Vertov qu'on connaît tous, L'homme à la caméra, qui est un film qui montre cet excès de vitesse d'une façon impressionnante. Donc, à l'époque, ça semblait pas vraiment un enjeu, par exemple. Il y a un cinéaste comme Radu Jude qui tourne très vite, beaucoup, et donc qui arrive à réagir au temps, à l'actualité d'une façon beaucoup plus cohérente, beaucoup plus incisive que d'autres qui préparent le film sur une longue durée. Ça ne veut pas dire que j'exclus voilà, les autres, mais je constate juste que dans la critique aussi, il y a cette question-là, contre cette idée de vitesse, et je voulais te demander, toi, qu'est-ce que ça te procure aussi? Parce que pour moi, par exemple, je me sens très bien quand je suis un peu pressé et que j'ai un deadline, comme on dit, qui approche et que je suis forcé d'être intense, de sortir, se concentrer de moi, que je pourrais pas sortir, je pense, si j'avais voilà, tout le temps du monde disponible pour l'écrire, en fait. Mais ça implique aussi, je pense, une modestie ou peut-être, je sais pas, d'être un peu confortable avec l'idée qu'il y aura des ratés aussi dans l'écriture, que peut-être tous les papiers ne seront pas bons, peut-être qu'il y aura 1 sur 4, et je veux te demander, toi, comment tu conçois cette idée, en fait. Eh ben, c'est intéressant aussi. Moi, ça s'est considérablement accéléré, je dis le moment de l'écriture, à partir de la période où je suis rentré au journal Le Monde. C'était il y a à peu près 10 ans. En 2014, donc il y a pile 10 ans en fait. Voilà, c'est lié à la publication quotidienne, au rythme d'édition, correction, etc. Tout va très vite. C'est une grosse machine, hein, un journal comme Le Monde. Il y a beaucoup de monde qui récupère le papier, qui le met en forme, qui font les titres, etc. C'est toute une équipe, c'est toute une structure, une mécanique comme ça qui avance en permanence. On rentre dans un drôle de truc et pour moi, l'enjeu au début, c'était de savoir si j'étais capable d'écrire aussi vite. On ne le sait pas au début. On ne peut pas le savoir. Il faut s'y essayer, il faut s'y frotter. Avant, j'avais écrit pour d'autres revues, comme les Cahiers du cinéma. Et j'avais surtout travaillé pour le site internet Criticat. J'avais écrit aussi pour la revue Trafic. Voilà, Trafic, c'était une publication 4 fois par an, tous les 3 mois. Donc voilà, c'était des articles plus longs. Et souvent, j'avais remarqué que quand on a du temps pour faire un article, c'était le cas pour les cahiers. Quand on entre au cahier, c'est une revue qui a une telle histoire qu'on est un peu tétanisé, un peu paralysé au moment de faire les textes au début. Voilà, il y a une pression, l'exigence est énorme. Et voilà, c'est des fois un peu paralysant quand on veut écrire. Mais très souvent, quand j'avais 2-3 jours pour faire un texte, c'était beaucoup. On se rend compte qu'il y a la majorité du temps, c'était de la réflexion, de l'attente, chercher les idées, etc. Mais que souvent, l'écriture, je la faisais à la fin. Hein, c'était une particularité, c'est que le moment où on se met à écrire, etc., c'était pas du tout le plus important dans le temps imparti. À partir du moment où on est dans un journal quotidien, les rythmes s'accélèrent, on doit écrire les articles plus vite, la machine s'actionne. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant à dire, c'est que le moment de l'écriture de l'article, ça n'est qu'un moment de cristallisation. Mais le film dont on parle, on l'a peut-être vu il y a 2 mois, il y a 3 mois. Et on a eu le temps d'y réfléchir quand même. Ça a travaillé. La réflexion qu'on a sur
les tendances actuelles du cinéma, où va le cinéma, qu'est-ce que ça devient, quels sont les pôles géographiques les plus forts aujourd'hui. On peut estimer que le cinéma américain est en train de s'écrouler complètement et qu'il y a d'autres pôles comme ça qui prennent un peu le relais. Bon, tout ça, c'est une réflexion continue dans laquelle l'écriture n'est qu'un petit moment particulier de cristallisation qui va attraper tout ça. Mais c'est pas parce qu'on écrit vite qu'on a pensé trop vite, ou qu'on a mal pensé, ou qu'on a mal élaboré des choses, etc. Bien au contraire, c'est un travail permanent qui est là tout le temps, quand on voit des films, quand on discute avec les autres, quand on rencontre les réalisateurs pour faire des interviews. Tout ça est une réflexion longue, nourrie. Moi, ça fait maintenant des décennies que je réfléchis au cinéma, enfin, que je me suis mis dedans. Ce jeu-là, il est permanent. Et l'écriture a beau être un moment très, très réduit, très rapide, il attrape tout ça. Et il est innervé, il est irrigué de cette pensée au long cours. Donc, c'est pas vrai que parce qu'on doit écrire vite, parce que, bien sûr, peut-être que la syntaxe n'est pas exactement pareille, peut-être que l'élaboration des phrases, va changer si on a plus de temps pour écrire. C'est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, la pensée, c'est quelque chose... c'est un courant profond qui est là avant l'écriture, qui sera là après. Une autre remarque, c'est que... alors bien sûr, dans un quotidien, on est soumis à des situations... on n'est pas toujours pressé, mais... il arrive que, par exemple, un cinéaste meurt, il faut écrire sa nécrologie très rapidement. Moi, ça m'est arrivé d'avoir 2 heures pour faire une nécrologie d'une page, 10 000 signes. Bon, après, c'est des détails un peu techniques, mais... ou alors, quand on est, par exemple, au Festival de Cannes, on doit écrire tous les jours sur plusieurs films, il y a une espèce de rythme quotidien qui fait qu'on a, grosso modo, 1 heure et demie pour faire un article normal, quoi, de 4000, 5000 signes, 6000 signes, des fois. Bon, ça, c'est une question de personnalité. Est-ce qu'on a cette capacité-là à se plonger dans le texte, à essayer de faire taire tous les blocages qu'on peut avoir, mettre toutes les inhibitions de côté, et puis se lancer. Voilà, on démarre un texte. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, de suivre la réflexion comme ça ? Ça peut faire peur, ça peut être intimidant. J'en ai connu, j'ai eu des collègues, des confrères qui arrivent pas du tout, qui sont tétanisés par cette pression de l'instant. Et moi, je trouve que pour l'avoir fait, pour m'y être essayé, bon, sur le moment, on peut ne pas être satisfait, on peut se dire « Ah, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça ». Mais mine de rien, des fois, il arrive qu'on relise ces articles après coup, et il y a un gain qui est incroyable, c'est celui de l'énergie. C'est-à-dire que quand on a une journée pour faire un texte, le même qu'on serait capable de faire en 1 heure, 1 heure et demie, va gagner une forme d'électricité, d'énergie, d'allant, je ne sais pas comment dire, d'agilité comme ça, qui pourrait ne pas y avoir si on avait pris plus de temps. Et c'est marrant, quand je relis des textes de festival, alors oui, c'est peut-être plus des photographies, des instantanés du moment, des fois des choses plus légères, mais en même temps, c'est dynamique. Et les idées, c'est simple. L'idée, c'est quelque chose qui, comme on l'a dit, la pensée, ça précède le texte. C'est pas là, au moment où on écrit, est-ce que les idées sont formées ou pas, ça, c'est la question, mais en tout cas, oui, il peut y avoir un gain à écrire rapidement. Il peut y avoir une vraie énergie qu'on trouve sur le moment. C'est très sensible. J'ai juste ce petit détail, mais c'est particulièrement sensible quand, par exemple, on fait des nécrologies. Quand on travaille dans un journal, il peut se présenter 2 cas. Soit on la prépare parce que on sait que la personne atteint un certain âge, cette célébrité, elle a 80 ans, donc on va préparer pour avoir quelque chose au moment où la personne meurt. Ça peut paraître un peu cynique, mais en fait, c'est pour vraiment rendre hommage aux gens et avoir pris le temps de se documenter, etc. Mais quand on prépare une nécrologie, on a le temps de la faire, on prend le temps, on se documente, etc.
Mais on se met dans une situation qui n'est pas réelle. On imagine, voilà, on laisse un petit peu des champs ouverts pour mettre la date de la mort, etc. Voilà, c'est un texte qu'on a le temps de préparer, mais quelque part, c'est des textes un peu techniques, un peu professionnels, etc., qui sont récapitulatifs d'une carrière. Et puis, on est confronté à des cas où c'était pas prévu, on n'avait rien mis de côté. La personne meurt, je sais pas, David Bowie par exemple. Alors moi, je m'occupe pas de musique, mais j'ai assisté à ce moment-là au journal, c'était très impressionnant. Où, je sais pas, j'avais fait Jean-Marie Straub comme ça, ou le chef opérateur de la Nouvelle Vague, Raoul Coutard. Voilà, on a 2 heures pour le faire. Et c'est fou à quel point l'émotion n'est pas la même. Parce que là, c'est réel. La personne est morte. C'est un artiste qu'on peut admirer, pour lequel on a parfois beaucoup d'affection. Et le papier gagne quelque chose d'inestimable, qui est l'émotion réelle qu'on ressent à ce moment-là. Et on peut aller très vite. On n'est plus, voilà, on se documente plus de la même façon. On part de ce qu'on sait. On part de ce qu'on a à l'intérieur. Peu importe si c'est pas complet, exhaustif, etc. On fait un petit assemblage de rétrospectif, mais il y a ce cœur dans le texte qui est très différent. Et moi, j'ai pu faire les deux et voir justement la différence. Et je pense que les textes que je préfère, c'est plus dur sur le moment, c'est souvent beaucoup de pression, mais quand je les relis après, ceux qui sont faits rapidement sont plus animés. Ils ont vraiment une vraie émotion. Oui, je suis bien d'accord avec toi et pour avoir aussi passé par cette situation où même si j'avais au début plus de temps pour concevoir un texte, au final, j'arrivais à l'écrire toujours vers la fin, donc ça flottait au début. Il y avait ce moment un peu dont je ne savais pas vraiment quoi faire, et pour avoir aussi essayé plusieurs temporalités, parce que comme tu dis, l'écriture sur le cinéma, ça passe par plusieurs formats, plusieurs vitesses aussi. Il y a dans un pôle, il y a l'écriture universitaire, on va dire. On passe des années sur un même sujet. À l'opposé, il y a l'écriture pour un journal, par exemple, où ça peut nous prendre au dépourvu, etc. Il y a des formes qui me conviennent plus que d'autres, je pense. Et il y a rien de grave à cela. Chez d'autres, ça fonctionne différemment, bien sûr. Mais je pense aussi que c'est aussi une question de forme, de trouver sa forme presque, de vraiment savoir qu'est-ce qui nous convient le mieux, parce que c'est pareil pour des cinéastes, pour des artistes, voilà, qui ont du mal à faire une chose dans un format, et puis quand ça change, tout à coup, ça s'épanouit. Et c'était le cas, je ramène toujours cette référence, mais c'était aussi le cas pour Danet, qui avait toutes les possibilités au cahier du cinéma, mais les textes étaient peut-être un peu crispés, un peu soumis à cette mythologie, à cette histoire aussi des cahiers. Donc, il devait aussi négocier avec plusieurs pressions. Alors, quand il est entré chez Libération, il a commencé vraiment à tout donner de lui, c'est-à-dire ça lui convenait beaucoup mieux d'écrire 300 articles par an, presque pour... Il avait ça en lui, je pense. Il portait ça, en fait. Il portait cette verve, cette ferveur de l'écriture que d'autres n'ont pas, et c'est très bien aussi. Mais voilà. Oui. Mais souvent, apprendre à écrire dans un quotidien, dans un journal, ou à un rythme quotidien, parce que je dis un journal, c'est mon expérience, mais on peut écrire quotidiennement sur un site internet, voilà, c'est une pratique, une discipline, on peut dire. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était une façon, je dirais, entre guillemets, de faire avec. Quand on écrit au quotidien ou rapidement, il faut apprendre à faire avec l'humeur du moment. Il faut apprendre à faire avec l'état de nos réflexions à ce moment-là. Il faut faire avec ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu. Voilà, on se débrouille, c'est un bricolage. Il faut prendre ce qu'on a à disposition et se contenter de ça. Et souvent, c'est bien. Souvent, c'est bien de ne pas être totalement armé pour un sujet, parce que ça veut dire qu'il y a des choses à découvrir, il y a des...
voilà, et je pense que on peut dire ça pour la critique, on peut dire c'est quelque chose qui est inhérent au journalisme en général. C'est-à-dire le journaliste n'est pas maître de tous les sujets, il apprend sur le terrain, quand il a quelque chose à traiter, il doit bricoler avec ce qu'il a et ce qu'il n'a pas, les contacts, pas les contacts. Bon, et voilà, je pense que c'est important de partir de ça. Et puis ensuite, oui, écrire pour un journal. Enfin, moi, j'ai fait les cahiers aussi. C'est pas les cahiers de l'époque de Danet, les années 70, assez dogmatiques, etc. Où la sémiologie, enfin voilà, toutes les théories du moment rendaient quand même l'écriture assez complexe. Et les textes assez raréfiés aussi. Voilà, donc moi je suis arrivé un peu plus tard, bien sûr, au cahier, une époque où c'était plus détendu quand même le rapport à l'écriture. Heureusement, pas complètement, hein, mais quand même un peu plus. Euh, euh, Passer à un quotidien généraliste, c'est ne pas s'adresser aux mêmes personnes. On n'est plus dans une revue spécialisée. On peut plus faire appel au jargon, on peut plus faire appel à ce que le lecteur est supposé savoir, entre guillemets, les clins d'œil, tout ça, ça marche pas. Quand on est dans du généraliste, il faut tout expliquer, il faut tout reprendre, il faut être le plus clair possible. Pas de sous-entendu, pas de clin d'œil, mais voilà, essayer de raconter les choses, de mener sa critique pour un non-cinéphile, pour monsieur tout le monde, ou madame tout le monde, ou n'importe qui. Et ça, pour moi, ça a été non pas une limitation, mais quelque chose de motivant. J'ai voulu, je me suis encore une fois demandé si j'étais capable de le faire. J'ai voulu le faire parce que mon hypothèse, c'était qu'il était possible de mobiliser les mêmes idées dans un texte en parlant plus simplement. Et pour moi, qui avait à mes débuts une prose un peu, comment dire, un peu longue, des phrases un peu compliquées, c'est difficile de débrouiller les idées, parfois j'étais un peu dans la logorée dans mes premiers textes, etc. Pour moi, ça a été un exercice salutaire de dire, allez, on se calme, c'est pas la peine de vouloir bander les muscles, de vouloir être monsieur le plus fort de la critique et tout. On se calme, on va prendre les choses plus simplement. Est-ce qu'on est capable d'être clair ? Et pour moi, plus j'ai lu de critiques, plus je me suis intéressé et plus j'ai fini par aimer des gens qui avaient ce qu'on peut appeler une ligne claire, une forme de clarté d'énonciation. J'ai été fasciné dans ma jeunesse beaucoup par l'opacité critique, forme d'hermétisme que j'avais pu trouver dans certains textes, notamment des années 70, qui étaient très fascinants pour ça, textes de Jean-Pierre Houdard, parfois de Narboni et tout. Et puis petit à petit, je me suis déplacé, je me suis mis à admirer une forme de clarté, de limpidité qui est tout aussi difficile à obtenir, et qui pour moi m'a beaucoup aidé. Et donc des gens plutôt comme Jean-Claude Biette, Jacques Siclier, bon voilà, il y en aurait d'autres, je citerai aussi Jean-François Roger, qui pour moi représente cette ligne claire, cette clarté critique. Et pour moi, ça a été très utile, très formateur de me confronter à ces textes pour écrire dans un journal, parce que il faut toucher le lectorat le plus large possible. Bon, alors Le Monde, c'est pas non plus un quotidien populaire, entre guillemets, c'est quand même un journal qui a une réputation sérieuse, qui a une forme d'exigence aussi dans l'information, etc. Donc c'est pas, voilà, j'exagère en disant ça, mais ça n'est plus un lectorat spécialisé. Et voilà, et le pari, c'était qu'on pouvait faire passer les mêmes idées dans un autre langage. Mais il fallait trouver cet autre langage. Mais trouver un langage, c'est pas quelque chose qu'on fait tout seul. Une autre chose que j'ai appris en intégrant le journal, en travaillant au journal, c'est que souvent on est tenté de se croire l'auteur de ces textes, d'être très jaloux de ces textes, de vouloir qu'on respecte absolument leur intégrité, qu'on n'y touche rien, qu'on ne corrige pas les choses dedans. Mais quand on intègre une équipe aussi grande que celle du Monde, où il y a quand même beaucoup de corrections, éditions, etc., c'est une grosse machine, hein, comme on l'a dit un petit peu avant, c'est que le texte passe de main en main.
il est modifié, il est corrigé, il est parfois neutralisé. Des tentatives, pour moi, poétisantes peuvent être complètement rayées pour que le texte ait une forme plus objective. Et ça peut heurter au début, mais maintenant, je suis persuadé, et je trouve ça même assez beau, que le texte soit dépersonnalisé. Ça y gagne que plusieurs personnes s'y mêlent. Et pas une ou deux, mais peut-être une dizaine, voire plus encore. Hein. Ça passe par des chaînes peut-être, oui, une dizaine ou un peu plus d'une dizaine de personnes. Et c'est vraiment formidable que ça devienne un travail collectif. On est un peu dépossédé de son texte, mais en retour, le texte gagne aussi quelque chose qui est un faisceau de regard. Voilà. Et quand on est publié dans un journal où il y a plus de 200 journalistes, comme le Monde, eh ben c'est une œuvre collective, c'est normal. On n'est pas tout seul. Et ça aussi, ça m'a énormément appris. Le fait de lâcher un peu sur cette espèce de position très jalouse de son texte, de l'auteur, comme ça, voilà, d'être amené justement à partager cette instance. Et c'est quelque chose que j'ai connu même au cahier, par exemple, hein, quand on envoie un texte à la correction, que d'autres personnes interviennent dessus, qu'il commence à y avoir une discussion, c'est-à-dire une zone de variabilité sur ce qu'on va changer ou pas, ce qu'on va adapter. C'est normal, une publication est une œuvre collective, et on doit accepter que son texte passe entre d'autres mains. Et voilà, ça a été très formateur. Merci Mathieu, je pense qu'on va s'arrêter sur cet optimisme dans la contrainte que j'aime beaucoup. Hein. Faire avec le moment, les humeurs, nos collègues, tout le monde, en fait, tout ce qu'on a. Peut-être qu'on n'a pas été exhaustif, mais on va faire avec le challenge pour imiter la critique dans un journal. Et je te remercie vivement pour ces pistes, ces réflexions. À bientôt. Merci.